Bonjour, ici Alison Patry. Bienvenue à votre magazine Sur le plateau. À l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons d'une serre qui sort de l'ordinaire avec Laurence Filion, de la pression et de l'anxiété vécue par les jeunes avec Esther Dalbègue, des changements climatiques hivernaux avec Zélia Letellier, de la situation d'itinérance des gens durant la période hivernale avec Zachary Bergeron. Et nous commençons avec Ludovic Desrochers qui nous parlera des voyages sous-estimés. Bonjour Ludovic, ça va bien? Oui, et vous? Avec qui t'es-tu entretenu pour dénicher ces destinations? En fait, je me suis entretenu avec une experte en voyage de l'agence Club Voyage Orientation pour en savoir sur quelques destinations sous-cotées si vous voulez partir en voyage cet hiver. Et dis-moi, qu'as-tu retenu sur les habitudes de voyage des touristes québécois? Bien, il faut savoir que l'an passé, on a eu une ressurgence en termes de touristes. Après quelques années de pandémie, les gens ont repris goût, si on veut, à partir en voyage. Donc, que peux-tu nous dire sur ces destinations? Donc, j'ai choisi 3 destinations, en commençant par la ville de Budva au Monténégro. C'est une région peu connue pour son décor hivernal et plus pour son côté estival, mais on trouve un charme qu'on ne peut pas trouver en été. Vous pouvez vous adonner à plein d'activités de plein air, comme du ski dans la région de Cotard, ou bien, si vous voulez, vous pouvez vous promener dans des décors pittoresques et dans une ambiance très, très calme qu'on ne peut pas retrouver quand on est au milieu des touristes estivales. Et finalement, qu'as-tu retenu du style de tourisme hivernal comparé à celui fait en été? Bien, en fait, comparé à celui en été, ce qu'on essaie de trouver, c'est un peu de trouver une certaine tranquillité. Quand on voyage en été, on est plus assiégé par les touristes, alors qu'en hiver, on va trouver une sorte de calme, une sorte de tranquillité qu'on ne trouverait pas en été. Et puis, c'est pour ça que je crois que les gens auraient plus d'intérêt à voyager en hiver. Eh bien, merci beaucoup, Ludovic. Je suis de retour avec Zachary qui nous parlera des personnes en situation d'itinérance durant la saison hivernale. Bonjour Zachary. Bonjour Alison. Peux-tu commencer en nous parlant de cette réalité justement? Oui, bien en fait, je me suis entretenu avec Annie Archambault, qui est intervenante à Montréal auprès de ces personnes-là. Puis elle m'a affirmé qu'elle est plutôt inquiète de la situation actuellement, puisque parmi les 10 000 personnes qui vivent à Montréal dans la rue actuellement, il y en a seulement 1 600 qui vont pouvoir avoir une place en hébergement cet hiver. Et dans des cas de froid extrême, que font les intervenants pour s'assurer que toutes ces personnes, justement, ont des ressources? Bien, en fait, souvent, les bannières de restauration rapide ou encore les stations de métro, les bibliothèques peuvent servir d'hébergement pour la nuit. Aussi, dans des cas extrêmes, les places d'hébergement peuvent ouvrir aussi plus de places. Et peux-tu nous expliquer un peu pourquoi il y a actuellement un manque de nourriture pour distribuer à ces personnes-là? Bien, en fait, c'est qu'actuellement, les banques alimentaires débordent un petit peu avec les nombreuses personnes qui demandent de l'aide. Puis, ça fait qu'il est difficile d'obtenir de l'aide pour de la nourriture quand on n'a pas d'adresse, donc quand on vit dans la rue. Et que peuvent faire les citoyens pour venir en aide à ces gens-là? Bien évidemment, des dons de nourriture, de cartes cadeaux ou encore de vêtements chauds peuvent vraiment aider ces personnes-là dans leur situation. Sinon, on peut aussi soutenir les programmes sociaux des organismes pour leur venir en aide. Et en terminant, quels sont les principaux défis pour les intervenants durant le prochain hiver? Bien, en fait, ça va vraiment d'aller dans les tentes pour surveiller les gens pour s'assurer que personne ne meurt de froid. Bien, merci beaucoup, Zachary. Merci, Alison. Je suis maintenant accompagnée de Zélia qui nous parlera des changements climatiques hivernaux ainsi que des solutions qu'on peut prendre afin d'avoir des hivers meilleurs. Bonjour Zélia. Peux-tu me parler des conséquences des changements climatiques? Bien sûr. Donc, il faut comprendre tout d'abord que les changements climatiques, c'est un sujet très vaste. Moi, je me suis entretenue avec Patrick de Bellefeuille, un expert en changement climatique. Et il m'a beaucoup parlé des changements climatiques hivernaux. Donc, il faut comprendre qu'avant, en hiver, il y avait seulement une période de gel et de dégel qui commençait au début de l'hiver et qui prenait terme à la fin de l'hiver. Mais maintenant, à cause des températures brutales et que les événements sont plus intenses, plus longs et plus fréquents, on retrouve plusieurs de ces périodes de dégel. Et quels sont les impacts qu'entraîneront ces conséquences sur notre société? En fait, les périodes de dégel et dégel sont très mauvais pour nous parce qu'en fait, elles apportent du verglas. Et le verglas, en fait, il faut comprendre que c'est très mauvais pour nos infrastructures et surtout nos aménagements électroniques, ce qui fait que maintenant,
réparer les dommages que ça va faire, c'est très coûteux pour la société. Donc ça, c'est sûr que c'est un aspect négatif. Quelles solutions pouvons-nous prendre en tant que citoyens pour rendre la situation meilleure? Patrick de Bellefeuille nous a nommé 2 solutions majoritaires, dont voter pour des politiciens avec des valeurs écologiques pour qu'ils puissent nous aider dans les situations. Donc, ils vont pouvoir amener des solutions plus facilement. Aussi, avoir un bon système d'isolation pour avoir moins de chauffage. Et bien sûr, il y a les solutions connues afin de réduire son empreinte de carbone, pas faire de la surconsommation et éviter de manger de la viande. Et rapidement, y a-t-il des solutions envisageables qui demandent de l'aide du gouvernement? Oui, enlever le béton des rues serait une très bonne chose afin de mettre plus d'espace vert. Comme ça permettrait à la neige de s'évaporer plus facilement. Vu qu'il y a plus de neige à cause que les événements sont plus intenses et plus fréquents, la neige prend plus de place et a plus de mal à s'évaporer. Bien, merci beaucoup, Zélia. De rien. Nous sommes maintenant accompagnés d'Esther qui nous parlera de la pression et de l'anxiété que vivent les étudiants. Bonjour Esther. Bonjour Alison. Comment se matérialise la pression chez les étudiants? Alors, la pression peut être vécue différemment par tous. Elle peut se matérialiser par des remarques sur un possible échec, sur les résultats ou se sentir inférieur aux autres. Donc, Oriane Delombe, que j'ai interrogée, m'a parlé, elle, c'est une étudiante française au Cégep de Jonquière, et elle m'a expliqué qu'elle a vécu de la pression, surtout par ses parents et par ses professeurs, sur sa réussite. Et quel a été l'impact de la pression constante chez Oriane? Alors pour Oriane, ça a été l'anxiété. Une fois de plus, l'anxiété peut se matérialiser de différentes façons. Mais pour Oriane, ça a été surtout des crises d'angoisse répétées qui ont marqué son lycée et son collège en France. Et a-t-elle trouvé des solutions? Alors oui, elle a trouvé des solutions propres à elle-même. Donc quand elle sent qu'une crise va arriver, elle s'isole, elle écoute de la musique et elle s'évade beaucoup grâce au sport. Et grâce à ça, ces crises d'angoisse sont de moins en moins fréquentes. Et les établissements qu'elle a fréquentés l'ont-elle aidée? Alors comme elle me l'a expliqué, les établissements qu'elle a fréquentés, que ce soit lycée ou collège, l'ont pas vraiment aidée. Elle explique qu'il n'y a jamais eu d'intervention sur la santé mentale ou de prévention, car les établissements ne s'intéressaient pas vraiment à la santé mentale des élèves. Mais elle explique que le système québécois qu'elle fréquente depuis peu grâce au CGEP, où il existe notamment des locaux pour voir une psychologue par exemple, elle se sent beaucoup plus encadrée et plus sereine de parler de ses angoisses. Eh bien, merci beaucoup Esther. Merci à toi. De retour avec le magazine Sur le plateau, je suis avec Laurence qui nous parle d'une serre qui sort de l'ordinaire. Bonjour Laurence. Salut Alison. Pourquoi Sylvain a eu l'idée d'avoir sa propre serre? Son idée part de loin. Il a commencé à y penser il y a environ 6 ans parce que les petits fruits ont disparu de son terrain. Puis il habite à Saint-Honoré, donc c'est vraiment quelque chose qui l'a stressé. Puis il a essayé de commencer son projet à la base du problème. Donc il a essayé de faire revenir les pollinisateurs sur son terrain. Et il a vu les serres solaires passives. Et l'idée, il a vraiment plu pour sa retraite. Et quels sont les avantages d'avoir une serre chez lui? Il peut vraiment faire des recettes à partir des fruits et légumes de son terrain et de sa serre et économiser beaucoup sur l'épicerie et passer beaucoup de temps dans sa serre pour passer le temps, etc., pour sa retraite. Et c'est quelque chose qui lui plaît énormément. Ensuite, comment l'a-t-il construite? Il l'a construit pendant l'été 2021 avec son père qui venait l'aider tous les samedis. Ça leur a pris un été. Et quels ont été les coûts approximativement? Les coûts, il n'a pas de somme exacte, mais par contre, il comparait ça à une motoneige neuve. Et ce qu'il me dit, en gros, c'est qu'au lieu de lui coûter un bon montant en essence, ça lui rapporterait entre 350 et 400 $ d'épicerie par mois. Et qu'est-ce qu'il souhaite réaliser pour sa serre dans le futur? Ce qu'il souhaiterait réaliser, c'est assez complexe, mais ce serait un système hydroponique, donc des poissons qui feraient fonctionner sa serre par elle-même, donc qui nourrirait les fruits et légumes. Et il aimerait aussi faire en sorte qu'il y ait plus de fruits et de légumes dans sa serre, donc des fruits qui ne sont pas là à l'année, puis qui fonctionnent à l'année longue. Et rapidement, quelle est sa plus grande fierté? Sa plus grande fierté, c'est qu'il peut aider beaucoup de gens à construire leur propre serre avec l'expérience qu'il a acquis en la construisant lui-même. Il est dans beaucoup de groupes Facebook, donc il aide beaucoup de gens. Donc même avec l'article que j'ai fait, il y a d'autres gens qui ont commenté et il est en train d'en aider d'autres. Eh bien, merci beaucoup, Laurence. Ça fait plaisir. C'est déjà la fin de notre émission et j'aimerais remercier nos journalistes, Ludovic, Zachary, Zélia, Esther, ainsi que Laurence. Et je vous remercie, vous, cher public, d'avoir été des nôtres. C'était votre animatrice, Alison Patry, à Sur le plateau.